Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence et bienvenue dans l'amphithéâtre de l'INRB pour cette formation de CEFRI pour cette année 2024. Il m'a été demandé de vous parler, de vous entretenir sur la place du laboratoire dans la riposte aux épidémies et aux pandémies. J'aurais bien voulu être présent physiquement avec vous dans la salle, mais suite à quelques contraintes opérationnelles, je n'ai pas pu effectuer le déplacement sur Kinshasa. N'empêche que la présentation sera en direct et ensuite je pourrai intervenir pour prendre les différentes questions. En fait, la présentation, il s'agit de la place du laboratoire dans la riposte aux épidémies et aux pandémies. Et donc, voici le plan de notre présentation. Ici, je parlerai du déploiement et de la gestion des laboratoires des épidémies ou des pandémies, le rôle même du laboratoire dans la riposte aux épidémies et finalement la place des outils diagnostiques point of care. J'ai voulu au cours de cette présentation être le plus pratique possible en se basant sur la très grande expérience que regorge l'Institut national de recherche biomédicale, l'INRB, qui au courant de ces 5 dernières années a géré beaucoup plus d'urgences de santé publique de portée internationale en RDC sur les différentes étendues du territoire. Et donc pour cela, je veux ici vous transmettre parmi les nombreuses expériences, une des plus pratiques sur terrain. La première chose, il s'agit du déploiement. Alors, le déploiement et la gestion des laboratoires des épidémies. Nous avons publié cet article sur l'efficacité des laboratoires Ebola dans un contexte d'insécurité pendant la 10e épidémie de 2018 à 2020. En fait, cet article nous donne les backgrounds de la manière dont un déploiement en urgence et dans un contexte particulier peut être effectué. La première chose, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a des décisions en fait, qui président au déploiement d'un laboratoire du terrain. Parmi ces éléments, le premier, ce sont les facteurs clés qui influencent ou qui président à la décision de pouvoir déployer le laboratoire ou pas. La première décision ou le premier motif, c'est l'augmentation du nombre de cas confirmés dans une zone ou dans une région qui n'a pas initialement reporté des cas. Deuxième chose ou deuxième élément, c'est le manque de structures des laboratoires préexistants dans la zone concernée. Troisième, c'est la possibilité qu'une épidémie puisse atteindre des grandes villes où on peut avoir par exemple un aéroport international, un port, une station de train, etc. ou alors une présence d'un réseau routier important. Quatrième élément à considérer lorsqu'on veut prendre la décision de déployer un laboratoire mobile, c'est en fait la densité de la population dans la zone concernée. Pourquoi? Parce que plus la population est dense, plus la possibilité de propagation de la maladie à large échelle peut être notée. Et bien sûr, le cinquième élément, c'est la possibilité des mouvements de la population, notamment lorsque les routes sont très praticables et en bonnes conditions, comme ça a été par exemple le cas lors de l'épidémie de 2018 à 2020 à l'est de la RDC, où le réseau routier était quand même un peu plus avancé par rapport à d'autres parties de notre territoire national. Et il y a aussi, sixième élément, la possibilité de pouvoir franchir les frontières internes ou même les frontières internationales. Par exemple, une épidémie qui atteint la ville de Goma, qui est à la frontière avec le Rwanda et qui n'est pas très loin de l'Ouganda, c'est un grand risque avec un aéroport international, mais aussi un port qui les fait communiquer, par exemple, avec la ville de Bukavu et par la route avec le territoire de Rutshuru et de Masisi. Et donc, pour ces genres de cas, il est impérieux de rapidement déployer un laboratoire mobile. Le septième élément à considérer, c'est la possibilité que l'épidémie puisse se répandre dans une zone qui n'est pas, par exemple, sous le contrôle de l'armée ou alors du gouvernement. Par exemple, on a des territoires qui sont occupés par les rebelles dans l'est de la RDC, dans lesquels il serait très difficile, par exemple, de pouvoir faire la riposte, et d'où il est nécessaire de pouvoir rapidement déployer le laboratoire pour que l'épidémie ne puisse pas échapper au contrôle. Un autre élément à considérer, c'est que le site doit être accessible
pour les transports des échantillons, mais évidemment pour l'approvisionnement de laboratoire. Les autres points que l'on doit tenir en compte, c'est par exemple la proximité des structures de traitement. Par exemple, un centre de traitement Covid ou un centre de traitement Ebola ou méningite qui doit être très à côté du laboratoire. Le deuxième élément additionnel à considérer, c'est l'accès facile aux équipes de surveillance, par exemple aux équipes d'enterrement dignes et sécurisées, puisque les équipes de la surveillance, les équipes de la recherche active, la surveillance communautaire, doivent provenir du terrain et apporter ces échantillons évidemment au laboratoire. Alors ils doivent avoir la possibilité de pouvoir accéder et bel et bien fournir ces échantillons. Troisièmement, c'est la présence des structures hospitalières dans la région. C'est très important parce que le laboratoire devrait être logé dans des structures sanitaires ou dans les établissements de soins étatiques en général, ou privés c'est aussi possible, mais des structures qui existent, ce qui facilite ou qui aura le mérite de pouvoir faciliter certains accès. Évidemment, les structures ou les bâtiments qui vont être choisis doivent avoir assez de pièces qui sont construites en matériaux durables avec un système d'approvisionnement en eau, en électricité, c'est très important, et qui peut être facilement reconfiguré pour lui donner la forme que l'on veut lorsqu'on veut implémenter un laboratoire sur terrain. Également, on doit avoir un incinérateur pour la gestion des déchets et les moyens de sécurité doivent être réunis, surtout quand on est dans un contexte un peu plus perturbé. Au-delà, il y a les aspects logistiques et financiers qu'il faut considérer. La faible capacité, par exemple, de stockage des échantillons, surtout quand on en produit beaucoup. Il faut avoir des mécanismes d'évacuation de ces échantillons vers les endroits plus sécurs, des endroits où il y a assez d'espace. On doit être capable d'organiser beaucoup plus d'échantillons, surtout que la zone peut être à risque ou pas. Mais pour cela, et donc il faut avoir assez de moyens pour pouvoir, par exemple, organiser le transport. Le transport peut être fluvial, maritime, lacustre, aérien, et on peut même arriver à louer des véhicules ou à fréter des avions. Alors pour cela, il faut considérer le fait qu'on doit avoir assez de ressources. Mais également, on doit avoir une bonne équipe pour faire la maintenance des équipements et pour, bien sûr, au cas où il y a des appareils qui sont endommagés, on doit avoir tout ce qui est nécessaire pour l'approvisionnement en électricité. Et bien sûr, il faut payer les ressources humaines. Il faut acheter les réactifs du laboratoire, les intrants, etc. Et au-delà de tout ça, il faut une capacité humaine, des ressources humaines, des personnes qui ont été formées, qui sont compétentes, qui sont capables de pouvoir travailler, qui ont été formées aux nouvelles techniques, qui ont été recyclées et qui peuvent gérer une épidémie. Alors, une fois qu'on a déployé le laboratoire, j'ai mis pour exemple, 2 types de laboratoires que l'on a utilisés lors de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola. À ma gauche, c'est un laboratoire un peu plus complexe où vous voyez qui est divisé en 3 catégories. La zone verte que vous voyez ici avec les espaces d'habillage, là où il y a mon curseur, la première, la deuxième et la troisième. Et une fois que l'on sait, là où c'est écrit Donning 1, Donning 2, Donning 3, une fois que l'on est... Une fois que l'on s'est habillé, on peut passer dans la zone rouge où on peut faire des manipulations des échantillons et puis on peut stocker les échantillons. Ça, c'est une structure un peu plus complexe. Mais parfois, sur terrain, nous pouvions aussi avoir des structures assez simples. Par exemple, à droite, vous voyez, c'est un laboratoire de terrain, par exemple à Mangina, où nous avons simplement une zone verte à l'extérieur où on peut s'habiller et ensuite une zone rouge où toutes les manipulations peuvent être faites. Les laboratoires ou le schéma des laboratoires ne sont pas le même. Ils peuvent varier, ils peuvent être changés, modifiés selon les types de pathogènes que l'on considère, selon la maladie que l'on considère. On peut bien adapter pour diminuer au maximum les risques d'exposition du personnel qui travaille dans ce laboratoire. J'ai partagé avec vous les photos de ce laboratoire. C'est le laboratoire de l'INRB à Beni qui a été construit lors de la 10e épidémie. Nous avons designé le plan et ensuite le laboratoire a été financé par l'OMS pour sa construction. Il existe jusqu'à ce jour et c'est ce laboratoire qui constitue l'INRB Beni dans sa configuration actuelle. Comme vous le voyez, c'est un laboratoire un peu plus complexe avec
La photo à gauche, les plateformes GeneXpert. Au milieu, les boîtes à gants et les autres point of care dont on parlera plus tard. Et il y avait une salle de chaîne de froid, etc. Et sur la dia suivante, ce sont des laboratoires un peu plus simples. Par exemple, le laboratoire de Biakato à Ituri, où vous avez simplement une même salle où il y a un coin pour les point of care, GeneXpert et autres, et un endroit pour la boîte à gants. Et sur ces deux images, vous pouvez voir que tous sont confinés dans la même salle, mais la salle est assez spacieuse. Ça permet de pouvoir travailler dans les conditions de sécurité acceptables. Et les images en bas, c'est pour le laboratoire de Mangina qui a à peu près la même configuration. Gérer le laboratoire pendant les épidémies, c'est important. Mais c'est important d'avoir une coordination. Et pour avoir une coordination, il faut avoir une très belle organisation. Voici l'organigramme, par exemple, d'un laboratoire, un organigramme de gestion des laboratoires lors de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola, avec 3 niveaux opérationnels. En bleu, à ma gauche, le niveau central qui est représenté par la direction générale de l'INRB, le département de virologie de l'INRB, évidemment, l'unité des fièvres hémorragiques qui avait géré directement cette épidémie. Au niveau intermédiaire, il y avait la coordination des laboratoires, dont un cordon de laboratoire. Votre serviteur qui vous parle était à cet endroit, assisté de 3 collègues qui en fait étaient des coordonnateurs en charge des opérations, des coordonnateurs adjoints en charge des opérations, de la logistique et de la gestion des données. Grâce à cette équipe à 4, nous avons pu gérer 13 laboratoires sur 3 provinces différentes. Et les couleurs des laboratoires représentent les provinces. Donc nous avions Beni, Butembo, Goma, Kasindi, Katwa et Mangina pour le Nord Kivu, Chomia, Bunia, Komanda, Mambasa et Biakato pour l'Ituri. Et au sud Kivu, nous avions 2 laboratoires à Bukavu et à Choé. Cette manière de pouvoir structurer, hiérarchiser les laboratoires de terrain a donné une gestion assez efficace, opérationnalisée et très rapide de laboratoires pendant l'épidémie. Et chaque jour, on pouvait avoir la situation épidémiologique des 13 laboratoires qui étaient partagés, centralisés et bien sûr partagés avec feedback au niveau de la direction générale de Kinshasa qui a assisté aux réunions de CNC pour pouvoir rendre la situation de l'outil diagnostique. Il est important dans le laboratoire de considérer également le flux des échantillons dans une épidémie ou dans une pandémie. Selon le type d'échantillon, selon le type d'épidémie que l'on a en présence, on peut avoir des types d'échantillons différents. Ici, j'ai mis le cas de la maladie à virus Ebola, qui est assez connu, où on peut avoir des échantillons de sécrétions respiratoires ou des sécrétions oropharyngées, pour être clair, pas respiratoires, mais oropharyngées, mais également des échantillons des sangs qui sont transportés dans des emballages, dans des triples emballages avec un carton comme vous pouvez le voir. Et ces échantillons avaient plusieurs origines. Ils pouvaient provenir des centres de traitement, ils pouvaient provenir des équipes d'enterrement dignes et sécurisées, ils pouvaient provenir de l'équipe de survivants Ebola. Et ces échantillons étaient de plusieurs types, majoritairement le sang parce que c'est Ebola, mais on pouvait avoir les écouvillons oraux, les spermes ou les sécrétions vaginales ou le lait maternel chez les survivants, ainsi que d'autres liquides selon les cas. Évidemment, ça va varier en fonction d'une épidémie. En cas d'épidémie de méningite, bien sûr, le liquide cérébrospinal sera prélevé. Et pour des échantillons de maladies diarrhéiques, les échantillons de sel seront prélevés. Et donc ici, mutatis mutandis imper, il sera important de pouvoir faire varier les types d'échantillons en conformité avec l'épidémie en présence. Et donc ces échantillons servaient très bien au diagnostic, mais à part le diagnostic, le suivi biologique ou même thérapeutique, on le verra plus tard, si vous êtes en train d'administrer des traitements, soit expérimentaux, soit approuvés, il sera important de faire un suivi biologique des personnes qui reçoivent ces traitements, mais également un suivi des molécules, par exemple pour avoir la pharmacocinétique ou la concentration de ces molécules dans les différentes humeurs biologiques, c'est très important. Et on doit considérer également ces échantillons qui proviennent des survivants de la maladie que l'on traite, par exemple pour le cas de la maladie à virus Ebola. Et ces échantillons doivent être transportés correctement, comme cette image des emballages, des box dans lesquels nous avons mis les échantillons Ebola sur un avion affrété en direction de la biobanque de Kinshasa. Il est important de savoir aussi qu'au cours d'une épidémie, ici j'aurais pris
l'organigramme de la gestion de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola, le laboratoire est un pilier important de la riposte, aux côtés de la surveillance, aux côtés de la PCI, aux côtés de la prise en charge médicale. Le laboratoire joue également un rôle très important. Et donc, c'est un maillon utile, efficace, mais il doit travailler en collaboration avec les autres maillons tels que la surveillance, tels que la prise en charge, tels que la PCI pour pouvoir faire une œuvre utile. Et bien sûr, il y a toute une coordination, soit pendant les épidémies ou les pandémies, desquelles les différents piliers dépendent. Et ceci est très important. Alors, après cette introduction, j'aimerais maintenant que l'on dise clairement quel est le rôle de laboratoire dans une riposte ou alors dans des épidémies ou dans les pandémies. J'aimerais à cet égard considérer 3 éléments importants. Le premier, c'est la surveillance et le diagnostic des épidémies. Le deuxième, c'est la recherche translationnelle, une recherche que l'on fait pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent au courant de cette épidémie. Évidemment, le troisième point, j'aimerais considérer les aspects de la formation, du recyclage et du renforcement des capacités qui sont très utiles. Alors, le premier élément, je mets sur cette diapositive le cas du diagnostic de la maladie à virus Ebola. Bien avant le rôle du laboratoire pendant les épidémies de la maladie à virus Ebola était très primordial, mais il était très limité. Ce qui fait que le rôle primaire s'arrêtait à la surveillance et au diagnostic de la maladie. Et comme vous le voyez sur cette image où il y a cette germ-free glove box dans laquelle on travaille avec cette personne, ou alors cette fish box à ma droite. À quoi servaient ces laboratoires dans les épidémies antérieures? Le laboratoire servait à l'isolement des patients. Cet isolement de patients permettait le suivi et le traçage des contacts. Et bien sûr, une fois qu'on a prélevé les échantillons et qu'on peut analyser, on pouvait faire le diagnostic. Et on va suivre ces malades jusqu'à ce qu'ils puissent négativer, s'ils ont une infection virale notamment. Et une fois qu'ils ont négativé, la décharge peut être autorisée. Mais ce laboratoire structuré ainsi avait une très faible capacité opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est limitée au diagnostic, et c'est tout. Et à la fin de l'épidémie, nous étions obligés de pouvoir démanteler le laboratoire, ce qui fait qu'en post-épidémie, il n'y avait aucune activité de laboratoire. C'est le laboratoire qui vient faire face à une épidémie, et une fois que l'épidémie est terminée, le laboratoire est emballé et remis à son lieu d'origine, et la région reste sans laboratoire. Et donc pour la surveillance ultérieure, il sera encore question de pouvoir prélever les échantillons, les renvoyer par exemple à Kinshasa, à l'INRB, pour pouvoir refaire les diagnostics. Pourtant, on s'était déjà déployé sur terrain. Et donc voilà pourquoi il y a cette nécessité de redéploiement de laboratoire à chaque fois qu'il y aura une urgence. Mais avec le temps, le laboratoire a évolué, et notamment le laboratoire des épidémies et des pandémies, de sorte que son rôle à ce jour peut être amplifié, peut être upgrade, peut être amélioré, de sorte qu'il y ait le diagnostic, le suivi biologique, la surveillance, le séquençage, etc. Je vais vous montrer sur ces images. Par exemple, avec Ebola ou avec SARS-CoV ou alors le monkeypox, le laboratoire sert réellement au diagnostic. Et ici, j'ai mis quelques publications de l'INRB. Je n'ai mis que les publications de l'INRB pour montrer combien l'INRB est devenu une institution, un établissement important dans la lutte contre la maladie en RDC et dans le monde. C'est ainsi qu'au point de vue diagnostic, par exemple, il y a ces articles sur les diagnostics des tests rapides qui ont été faits, les tests rapides Ebola. Et il y a par exemple cet article sur la confirmation rapide de la souche Zaïre dans l'épidémie de Bikoro en 2018. Ça, c'est le rôle du diagnostic. Donc, un des rôles pendant l'épidémie ou pendant une pandémie du laboratoire est de pouvoir assurer le diagnostic, la confirmation du diagnostic, bien sûr, du pathogène X, n'importe quel pathogène qui est ciblé. Mais au-delà du diagnostic, nous avons aussi la possibilité de faire le suivi biologique.
C'est ainsi que j'ai mis cet article de ce qui a été fait en Guinée, par exemple, où on pouvait faire le suivi biochimique, d'accord, pour observer les perturbations métaboliques et électrolytiques chez les patients qui étaient dans les CTE, dans les centres de traitement Ebola. Mais en RDC, nous avons également fait la même chose. Ici, j'ai mis chez les enfants où nous avons décrit la cinétique du virus, mais également les changements ou les perturbations biochimiques que l'on observe chez les enfants qui sont atteints de la maladie à virus Ebola. Mais en soi, à quoi servirait d'avoir le laboratoire dans une épidémie? Primo, j'ai résumé dans l'encadré à droite. L'efficacité, c'est d'abord le déploiement à l'épicentre de l'épidémie. Et une fois qu'on sait déployer à l'épicentre de l'épidémie, deuxième élément en faveur, c'est que le transport est plus facile et plus rapide, ainsi que l'analyse rapide des échantillons. Quand on analyse rapidement les échantillons, ça veut dire, troisième chose, on réduit fortement le temps de rendu des résultats. Et quand le temps de rendu des résultats est réduit fortement, ça signifie que très rapidement, les décisions de santé publique peuvent être prises. Et je crois que vous ne voyez pas la suite, c'est prise rapide des décisions de santé publique. Les décisions telles que la vaccination, l'administration des thérapeutiques, la mise en quarantaine, par exemple le confinement, ce sont des décisions qui sont prises grâce aux éléments de laboratoire qui ont confirmé les diagnostics. Au-delà de ces éléments, il faudrait organiser les activités de la riposte. Et pour organiser les activités de la riposte, il faut avoir été éclairé, guidé assez suffisamment par le laboratoire. Et c'est ce qui a été fait. Et au-delà même, c'est l'engagement communautaire. Une fois que vous faites les diagnostics sur place, toute la population voit que le diagnostic est fait sur place en un temps record. Très facilement, ils peuvent adhérer parce qu'il n'y a pas de délai. Souvenez-vous, la pandémie à Covid, au tout début, les échantillons devraient quitter toute la République pour arriver à Kinshasa. Ce qui fait que le laboratoire des virus respiratoires à Kinshasa a été débordé. Le temps de rendu des résultats était très allongé. Les gens ont commencé à être impatients et d'autres résultats arrivaient pendant qu'ils avaient déjà quitté les centres de traitement où ils étaient déjà morts. Ça posait de problèmes. Et la même chose parfois avec des cas d'Ebola. Mais une fois que le laboratoire est déployé à l'épicentre de l'épidémie, de tels problèmes sont rapidement résolus. Mais au-delà des activités de diagnostic, le laboratoire sert également aux activités de surveillance. Par exemple, au Nord Kivu à Ituri, nous avons procédé à la surveillance post-mortem des cadavres suspects de la maladie à virus Ebola en utilisant les tests et diagnostics rapides. Ça, c'est le laboratoire. En collaboration avec la surveillance, la PCI et l'équipe des enterrements dignes et sécurisés, nous avons effectué des activités de terrain très rapidement et prendre la décision de pouvoir laisser la famille manipuler les corps ou alors enterrer selon le protocole des enterrements dignes et sécurisés simplement parce qu'il y a eu un bon outil diagnostique. Bien sûr, la confirmation moléculaire allait suivre. Et au-delà du diagnostic, de la surveillance, il y a également le séquençage qui est devenu aujourd'hui le porte-lance ou alors le porte-voix de ces laboratoires. Pourquoi? Parce que grâce au séquençage, par exemple ici, on peut bien décrire l'épidémiologie moléculaire, déterminer la souche, les variants impliqués, et cela nous permet de pouvoir agir, prendre des actions de santé publique responsables en fonction des informations qui nous ont été fournies. J'ai pris pour exemple cet article de 2018 de Placide Mbala et collaborateurs sur les contre-mesures médicales qui ont été utilisées en 2018 lors de l'épidémie du Nord Kivu et d'Ituri grâce aux résultats du séquençage. Par exemple, le séquençage a pu donner des indications très claires sur les vaccins que l'on appelle RSV, le vaccin Merck, qui a été administré à plus de 300 000 personnes lors de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola. Grâce au séquençage, on a pu déterminer que le vaccin aurait une efficacité sur les personnes qui les recevraient en se basant sur la séquence génétique du virus. Mais aussi, dans ce même article, nous avons pu démontrer dans ces travaux de recherche de Placide Mbala que les thérapeutiques qui étaient proposées pour être utilisées, notamment la molécule Ebanga ou le MAP 114, mais également les ZMAP qui étaient à l'époque utilisés, allaient avoir une efficacité sur les personnes qui le recevraient. Et le troisième élément, c'est que le test diagnostique qu'on utilisait, c'était le GenExpert, le primer, il n'y avait pas assez de variations pour que les primers qui sont montés dans les cartouches utilisées pouvaient bel et bien faire les diagnostics de la maladie à virus Ebola. Au-delà,
de cela, le séquençage a pu démontrer clairement que le variant qui sévissait en 2018 à Beni, on l'appelait le variant Ituri ou Itu, d'accord, était différent par exemple du variant qui avait sévi à Likati en 2017. Et ça, c'est très important d'avoir cette information, ou alors très différent du variant qui a sévi à Bikoro en 2018 ici, parce que la plupart des gens ont pensé qu'il y aurait eu une connexion entre l'Équateur, parce que les deux épidémies étaient simplement distantes, ou alors la durée entre les deux épidémies était d'à peu près 3 mois. Alors on a pensé que l'épidémie de Bikoro, du Nord Kivu, de la variant Ituri, serait liée au variant Tumba, alors que c'était vraiment un élément de différence. Je voulais aussi montrer le rôle du séquençage quand on le déploie sur le terrain. Ça fait toute la différence. Le séquençage peut être utilisé, bien sûr, au laboratoire à distance, par exemple à Kinshasa, en tout début d'épidémie. Voici l'illustration la plus simple. Entre la collecte des échantillons et le séquençage, lorsque le séquençage était fait à Kinshasa, la durée était d'1 mois, 30 jours. Et nous avons pu analyser simplement 33% d'échantillons positifs qui étaient reçus. Mais lorsque le séquençage a été déployé à l'épicentre de l'épidémie à Katoa, à partir de septembre 2019, le temps entre le diagnostic, le transport, le séquençage et le rendu des résultats était réduit de moitié, soit 14 jours. Et le nombre d'échantillons analysés sur le terrain est passé de 33% ici, comme vous pouvez le voir, à 48%. Ça veut dire qu'en termes de capacité ou d'opérationnalité, nous avions une plus grande manœuvrabilité en ayant les diagnostics en temps réel sur le terrain pour pouvoir suppléer, orienter, guider les activités de santé publique. Juste en termes d'illustration, j'ai choisi deux de ce que le séquençage a apporté, par exemple, lors de la maladie à virus Ebola. Sur ces analyses phylogéographiques, nous avons pu démontrer, par exemple, que la distance parcourue par les virus dans différentes zones de santé, en général, en moyenne, était autour de 50 km. Ça veut dire que c'est à peu près le rayon autour duquel le virus s'est propagé. Nous avons, par exemple, également démontré que dans une zone de santé qui est infectée, il n'y avait pas qu'une seule introduction, mais il y avait plusieurs introductions. On pouvait avoir en moyenne 5 à 6 introductions du virus dans la même zone de santé, et que, par exemple, les chaînes de transmission, en moyenne, elles duraient entre 6 et 8 semaines, mais elles pouvaient durer même au-delà de 40 semaines. La deuxième information que nous avons partagée, c'est ce cas où nous avons un pasteur qui, en fait, est mort à Beni en juin 2019. Son corps a été transporté à Butembo pour être enterré. Beni-Butembo, 54 km par route. Lors de cet enterrement, les procédures, les protocoles d'enterrement dignes et sécurisés n'ont pas été respectés. Et comme c'était un pasteur, il y a eu plusieurs communautés venues de Goma, de Butembo, de l'Ituri, du Nord Kivu et même du Sud Kivu qui sont venus assister à ses funérailles. De ces funérailles, parce que c'était un cas confirmé Ebola, il y a eu au total 320 séquences qui ont été, 320 cas d'infection à partir de ce seul événement que nous avons pu montrer sur les séquençages avec cet arbre phylogénétique. Et comme décision de santé publique, là encore c'est le rôle du laboratoire, à cause du séquençage ou grâce aux résultats du séquençage, nous avons pu décider d'une vaccination préventive de tous les pasteurs de la communauté dans tout le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Nous avons vacciné leurs contacts, les contacts des contacts, ainsi que tous les prestataires de première ligne de toute la zone en épidémie. Ça, c'est le rôle du laboratoire. Un autre rôle encore plus important, mais souvent qui demande assez de ressources, c'est la recherche translationnelle. Grâce au laboratoire, pendant les épidémies ou les pandémies, nous pouvons faire beaucoup de recherches. Ce sont des recherches qui répondent, qui veulent résoudre des problèmes précis qui se posent au sein de la communauté. Par exemple, nous avons eu des molécules spécifiques anti-Ebola, les thérapeutiques, que nous avons utilisées dans un essai clinique randomisé et contrôlé avec le NIH et les autres partenaires, l'INRB bien sûr au centre de tout cela. Après cet essai clinique où nous avions 4 molécules, donc les ZMapp, le Régénérant, le Remdesivir et le MAP 114 ou Ebanga, qu'on appelle la molécule de Muyembe. Après l'essai clinique,
nous avons conclu, l'étude a conclu que seules 2 molécules pouvaient être désormais utilisées comme molécules de référence parce qu'elles étaient associées à un faible taux de mortalité contrairement aux autres molécules. C'est ainsi que désormais, à partir de juillet 2019, seuls les régénérants et les MAP 114 qui ont été associés à une faible mortalité ont désormais été utilisés. Jusqu'à ces jours, et dans toutes les épidémies, on n'utilise que ces 2 molécules. Évidemment, ça c'est grâce au laboratoire et grâce à cette épidémie qui a duré près de 2 ans, cela nous a permis de pouvoir faire ces expérimentations. Nous avons aussi conduit un essai clinique, par exemple, sur le vaccin qu'on appelle JNJ. C'est un vaccin phase 3 qui a été administré à près de 20 000 personnes dans la ville de Goma pour pouvoir évaluer l'efficacité de ces vaccins et même l'immunogénicité, bien sûr, face aux récipiendaires de ces vaccins. Mais la recherche ne s'est pas limitée seulement aux essais cliniques, mais la recherche couvre plusieurs aspects. Par exemple, nous avons fait des études sur les études sur l'environnement. Par exemple, investiguer sur la circulation du virus Ebola dans les chauves-souris à l'Équateur et au Nord Kivu pour rechercher les réservoirs du virus Ebola dans ces chauves-souris qui sont réputées ou qui sont jusque-là présumées être le réservoir du virus Ebola, et nous voulions avoir la certitude qu'on pouvait trouver quelque chose, même si on n'a pas trouvé, mais voilà, il y a quand même des recherches importantes qui ont été faites. Plus tard, lorsque la COVID a commencé, par la recherche translationnelle, nous avons pu démontrer que les coronavirus sont très abondants et ils sont génétiquement différents les uns des autres, en Afrique de l'Ouest et évidemment en Afrique centrale, y compris les virus qui sont tout proches des coronavirus humains. Et puis, nous avons également fait d'autres recherches, par exemple, sur les réservoirs toujours à Likati lors de l'épidémie de 2017, mais aussi sur les survivants Ebola. Par exemple, nous avons produit un document dans lequel nous montrons l'impact de l'infection sur la santé maternelle de la reproduction. C'était une première fois où on avait quelques cas documentés, mais aussi d'autres éléments tels que l'apport de la sérologie dans la maladie à virus Ebola. Dans ces 2 articles où, par exemple, nous avons montré dans ce premier que grâce à la sérologie, on pouvait avoir des cas additionnels qui ont été détectés. C'est ainsi que dans cet article, on a détecté plus de 1000 cas de la maladie à virus Ebola qui avaient des anticorps qui pourtant lors de la PCR ils étaient testés négatifs et les patients avaient été déchargés comme étant des non-cas. Mais de toutes ces personnes qui ont été déchargées comme étant des non-cas, nous avons réussi par exemple à détecter encore plus de 1000 personnes qui étaient considérées comme étant positives. Vous voyez comment le laboratoire dans la recherche translationnelle peut apporter encore un rôle très important, peut apporter voilà une contribution assez substantielle dans la compréhension. Je vais parler du 3e point de rôle du laboratoire dans les épidémies et les pandémies, c'est la formation. Et le recyclage, le renforcement des capacités des prestataires, ça c'est très important. Pourquoi? Lorsqu'on a des épidémies, on a la capacitation que l'on fait pour les comptes de la surveillance, pour les comptes du diagnostic. Mais lorsqu'on engage des essais cliniques ou des études, ça veut dire que le personnel reçoive encore une capacitation au-delà de ce qui est requis parce qu'elles doivent être capables de rencontrer toutes les normes et les mesures qui sont recommandées pour pouvoir participer à des études scientifiques avérées, évidemment, qui ne souffriront d'aucune contestation suite à la pauvreté de la qualité, d'accord, du travail qui va être offert. C'est ainsi que le personnel, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Suisse ou même à Kinshasa ou à Goma ou à Lubumbashi, les personnels qui sont impliqués dans les études doivent avoir la même formation, le même niveau, la même compréhension. C'est ainsi que ces personnels peuvent bénéficier bien sûr des formations sur les essais cliniques, sur la gestion des données, comme on a fait avec les études avec plusieurs partenaires, sur la gestion des données, les transports des échantillons, la biosécurité, la biossûreté, les manipulations, etc. On a plein d'éléments pour lesquels les personnels du laboratoire sont capacités pendant les épidémies. Souvent, quand il n'y a pas d'épidémie, c'est très difficile que la plupart des partenaires
pense à organiser des formations assez détaillées, assez pointues et assez efficaces sur certains aspects des laboratoires. Cependant, avec la nécessité ou l'urgence qu'impose l'épidémie, diverses formations sont offertes et donc le laboratoire ou l'épidémie devient, ou la pandémie, une opportunité pour les laboratoires de pouvoir se développer. Et nous allons les montrer sur la dia qui suit. Et donc, la capacité, construire les capacités, ce qu'on appelle les capacity building, consiste également au transfert rapide des connaissances, des outils et des compétences au personnel local. Et ça, c'était une très grande réussite pour l'INRB. Par exemple, lors de la 10e épidémie, avoir gérer 13 laboratoires sur 3 provinces et avoir capacité des personnels locaux. Et lors de la 11e épidémie à l'Équateur, avoir eu 5 laboratoires mobiles totalement gérés par des personnels locaux sous les coachings de l'INRB. Et ceci permet donc des capacités et de pouvoir décentraliser le diagnostic. Et donc, la nécessité de la formation, bien sûr, est tout à fait avérée et elle ne peut être que démontrée. Le dernier point du rôle du laboratoire sur lequel je devrais finir la partie rôle du laboratoire, c'est quelque chose de très important, de très innovant. Et j'aimerais dire un mot dessus. C'est ce qu'on appelle le leadership développemental constructif. Qu'est-ce que c'est? J'ai commencé par illustrer ces photos du prof Muyembe recevant le prix Hideo Noguchi aux côtés de l'ancien Premier ministre, paix à son âme, Shinzo Abe, et bien sûr le prix de la Fondation Mérieux, et puis l'engagement de toute une vie aux côtés du docteur Tedros de l'OMS, et finalement ce prix de l'année passée avec le président Macky Sall. Pourquoi j'illustre ceci? Les épidémies ou les pandémies ont été des occasions pour l'INRB, grâce au leadership, bien sûr, du prof Muyembe et bien sûr de toute son équipe dont nous faisons partie, de pouvoir avoir des points d'ancrage, des points de départ pour le développement des structures, des infrastructures et même des capacités, du staff, etc., pour pouvoir faire grandir l'institut. Voici ce qu'est devenu ce laboratoire que vous voyez sur les images. Le laboratoire P3, P2, un laboratoire de séquençage, les laboratoires de biologie clinique, d'immunosérologie, de biologie moléculaire, de bactériologie, mais également une chaîne de froid fonctionnelle avec une capacité électrique assez réactive et assez forte, un charroi automobile, évidemment des laboratoires mobiles disponibles qui font la fierté. Ceci, ça veut dire un leadership développemental constructif. Partir d'une épidémie, pouvoir construire des infrastructures, des capacités, former les gens et mettre en place des structures permanentes qui restent pas seulement pour le Nord Kivu, mais pour toute la région de l'Est de la RDC. Ceci parti d'une épidémie. Et une épidémie qui est devenue le point de naissance d'une nouvelle antenne de l'INRB Goma grâce au leadership développemental constructif. Alors, la dernière partie de ma présentation, j'aimerais discuter avec vous pendant 2 minutes des rôles des point of care. Les point of care, ce sont des outils diagnostiques qui permettent très rapidement de pouvoir faire le diagnostic en faisant très peu d'exercices, très peu de manipulations et en ayant des résultats assez rapidement. Parce que c'est grâce au point of care que la plupart d'épidémies, les dernières épidémies ont été gérées, que ce soit pour les diagnostics et autres. Les point of care ont joué un rôle très important et je voudrais que vous puissiez les connaître et savoir qu'ils peuvent être très efficaces, très rapides et vous fournir des résultats assez rapides, comme on dit en anglais, straightforward, très direct pour pouvoir vous aider à faire le diagnostic. Alors, en sens large, ce sont des tests, les point of care, ce sont des tests et diagnostics de laboratoire. Et ils servent bien sûr à être utilisés à proximité au chevet du malade ou du patient. Mais ils ont aussi un avantage, c'est qu'on peut rendre les résultats très rapidement de manière accélérée
et il requiert très peu de manipulation puisque l'interprétation des résultats est assez facile et aisée et il vous permet de pouvoir prendre des décisions rapidement. Souvenez-vous, le rôle du laboratoire à l'épicentre, c'est de pouvoir raccourcir la durée du diagnostic pour rendre rapidement les résultats. Ensuite, ils peuvent être utilisés pour plusieurs fins, pour plusieurs pathologies virales, bactériennes, parasitaires, mais pas seulement les pathologies infectieuses, même les pathologies non infectieuses. Ils peuvent être utilisés en biochimie, en hématologie, pour des troubles de la coagulation, les syndromes coronariens, le diabète sucré, etc. Il y en a, et même la grossesse, on les utilise également. Alors, juste un bref aperçu de ce que le point of care nous apporte comme avantage par rapport aux méthodes classiques de diagnostic. Dans les méthodes classiques de diagnostic, par exemple pour un patient, à supposer que c'est dans une épidémie ou dans un hôpital, dans tous les cas, dans un établissement de soins, le patient doit arriver, il doit arriver au triage, il passe du temps. Ensuite, une fois qu'il est au triage, on doit collecter l'échantillon. L'échantillon va subir le processus d'analyse normal avec toutes les caprices qui peuvent être inhérentes à l'analyse, etc. Une fois qu'on a fini, on doit avoir ces résultats. Ces résultats vont être compilés, analysés, discutés, rendus. Ensuite, maintenant, on peut prendre une décision sur les patients. Ça, c'est la méthode classique. Mais regardez au bas de ma diapositive, lorsque j'anime, le point of care, lui, vous permet très rapidement, une fois que l'échantillon est collecté ici, l'échantillon est chargé soit dans une cartouche, soit dans la machine, il vous analyse en un temps très bref, comme vous le voyez ici en bleu, comparativement à la durée ici, Conventional Testing Procedure, qui est très longue, mais ici c'est très court. Et voici tous les temps qui a été épargné. Et on a des résultats très rapides. Et quand on a des résultats, on peut prendre une décision. Ces point of care, ils peuvent être des tests rapides, comme vous le voyez ici, des tests diagnostiques rapides Ebola, Quick Navi, Coris, Standard Q-Line, Covid, malaria, ils existent, dengue, chikungunya, etc. Ça peut être des tests diagnostiques rapides. Mais ça peut être également les tests moléculaires, tels que les GeneXpert, c'est un point of care. Le BioFire, c'est un point of care. IDILA, c'est également un point of care, mais il vous fait les analyses moléculaires en un temps très bref et vous avez des résultats très sensibles et très efficaces et vous pouvez rapidement prendre la décision. Mais lors de la gestion des épidémies et des pandémies, on n'a pas utilisé que le point of care pour les diagnostics. On a également utilisé le point of care, par exemple, pour la biochimie et la coagulation. Le fameux Piccolo qui a permis de pouvoir détecter les anomalies biochimiques. On a d'autres tels que les hémochrones qui est utilisé pour les anomalies et les troubles de la coagulation. Il vous donne des résultats ici en 10 minutes. Ici, je crois, hémochrone, c'est en 2 minutes, c'est très rapide. Quoi qu'il en soit, les GeneXpert, c'est en 100 minutes, 1h40 minutes, cela a été très rapide. Et on a également les point of care pour l'hématologie, par exemple le Sysmex ou alors le Pixel. Avec le Sysmex, vous avez 2 minutes à prendre et vous avez le résultat de l'échantillon, et le Pixel également avec une cartouche. Et puis vous avez le iStat par exemple qui vous fait la gazométrie sanguine également en 2 minutes. Voilà, je voulais ici vous présenter ces différentes point of care qui ont aidé ou qui peuvent aider dans les diagnostics ou dans la gestion des épidémies ou des pandémies, que ce soit Ebola, que ce soit Covid, ou même le monkeypox. Ils sont très utilisés actuellement à Tunda et à Kolé avec l'essai clinique sur le tecovirimat avec le monkeypox au NIH. Et donc, je serai très heureux de pouvoir répondre à la plupart de vos questions, des interrogations, si vous en avez, sinon que ma présentation a été claire. Je vous remercie toutefois de l'aimable attention que vous avez voulu porter à ma personne lorsque nous faisons cette présentation. Évidemment, je vous remercie et je reste disponible pour les questions. Merci.